Bienvenue dans l'Esprit d'Actu, je reçois aujourd'hui Christophe Oberlin, professeur de médecine, chirurgien qui s'est rendu à plusieurs reprises à Gaza. Bonjour Christophe Oberlin. Bonjour Monsieur Oberlin. Bienvenue à l'Esprit d'Actu. Alors je l'ai dit, vous êtes professeur de médecine, chirurgien, vous avez effectué plus d'une trentaine de voyages à Gaza et vous êtes auteur de cet ouvrage, La Vallée des Fleurs, aux éditions Éric Bonnier. Alors cet ouvrage parle d'une déportation, c'est le terme que vous utilisez, d'une déportation qui a eu lieu en 1992, décembre 92, et on a vu 417 Palestiniens qui ont été déportés dans un village qui s'appelle la Vallée des Fleurs. Ce village est situé aux frontières de la Syrie, d'Israël et du Liban. Et vous avez donné la parole à ces personnes qui ont été déportées. Alors effectivement, ça s'est passé il y a exactement 20 ans, hein, en décembre 1992, et puis au cours de l'année qui a suivi. Et le mot déportation, c'est le mot exact, puisque ce sont des habitants de Gaza et de Cisjordanie qui ont été pris chez eux et qui ont été emmenés à l'extérieur du pays. Donc on ne peut pas utiliser le mot expulsion, hein. Ce ne sont pas des étrangers qu'on expulse, ce ne sont pas des gens qui ont été bannis, ce sont des gens qui ont été déportés, c'est le terme. Et ça a été la première déportation massive depuis la guerre de 67, puisqu'il s'agissait de 417 personnes. Alors vous affirmez que le nom de ce village, la Vallée des Fleurs, Marj al-Zuhur, a pris corps dans votre esprit au gré de vos rencontres nocturnes avec vos amis de Gaza. Alors c'est tout à fait ça, parce que quand je vais à Gaza avec mes équipes, c'est pour faire de la chirurgie, pour enseigner, pour opérer. Et puis il y a le temps de convivialité, c'est le soir, donc c'est le soir qu'on rencontre les uns et les autres. Et la première fois que j'ai entendu parler de Marj al-Zuhur, c'était mon ami Mohamed Rantissi, le chirurgien que j'ai formé, le numéro 1. Son frère avait été déporté à Marj al-Zuhur. Et puis rencontrant un autre professeur. Et puis allant dans un magasin pour acheter un vêtement. Tiens, c'est un ancien de Marj al-Zuhur. Et puis un ministre. Et puis même le Premier ministre, Ismaël Haniyeh, est un ancien de Marj al-Zuhur. Je me dis, qu'est-ce qu'ils sont allés faire à Marj al-Zuhur? Et c'est là que j'ai pris connaissance de cet épisode absolument incroyable. Alors pourquoi le Premier ministre israélien de l'époque, Yitzhak Rabin, a pris sa décision? Vous la reliez au contexte politique international de l'époque, qui étaient les négociations secrètes avec Israël. Alors je crois qu'il y a un consensus là-dessus, c'est-à-dire que il n'était pas encore question d'amorcer des négociations, mais il était dans l'air en Israël de reconnaître l'OLP comme interlocuteur. Il y avait une majorité de députés qui étaient favorables, donc ça allait venir. Il y avait une forte pression américaine pour entamer des négociations, et donc une façon de se choisir une fois de plus, et d'ailleurs ça n'a pas changé jusqu'aujourd'hui, c'est là où cette histoire est assez emblématique de la politique israélienne, eh bien on se choisit un interlocuteur, et finalement l'interlocuteur le plus valable, c'était l'OLP de l'époque, et donc il était important de museler l'opposition à ces négociations. Alors vous avez lu notamment les articles de la presse francophone et anglophone de l'époque, et vous constatez que la plupart des articles consacrés à cet événement sont tous désobligeants à l'égard des déportés du village de la Vallée des Fleurs. Alors ça c'est vrai, et c'est pour ça que cet épisode c'est vraiment un cas d'école qui mérite à être connu pour nous observer aujourd'hui, pour observer ce qui se passe en réalité aujourd'hui. C'est-à-dire que finalement il était relativement facile à une époque où la diffusion médiatique, la communication n'avait rien à voir aujourd'hui, il était assez facile de diaboliser des personnes. Ils avaient la barbe, on prenait une centaine de personnes en train de faire la prière, et tout de suite, là, avec l'image de Hitler dans les stades, avec la foule levant le bras, vous voyez, ces mouvements de foule font peur aux Occidentaux, donc c'était très facile de les diaboliser. Et si on gratte un petit peu, si on était allé les interroger, ce qu'ont fait un certain nombre de médias, eh bien, on s'est aperçu qu'il y avait 17 professeurs d'université dans le tas, il y avait une vingtaine de médecins, il y avait 65 étudiants. Autrement dit, c'était des gens hautement éduqués, et éduqués ou pas, c'était des gens qui tous avaient des choses à dire, avaient des revendications, avaient une dignité, avaient une famille. Donc, on a montré des images alors qu'en réalité, il fallait interroger des personnes.
Et cet événement de Marjezour a été pour la première fois l'occasion de ce qu'on pourrait appeler, pour l'époque, un véritable buzz médiatique. Alors vous l'avez rappelé, il y avait parmi ces déportés des professeurs d'université, des étudiants, et la première initiative qui sera prise par ces professeurs, par ces étudiants, c'est de créer une université à 1000 mètres d'altitude et dans le froid. Alors c'est effectivement assez incroyable parce que après quelques jours avec l'aide des locaux et de la Croix-Rouge, l'aide des locaux d'ailleurs est extrêmement importante puisque ce sont des paysans de cet endroit quasiment désertique qui sont montés des vallées pour voir ce qui se passait, qui ont vu la situation et ces locaux ce sont des chrétiens, des druzes, des sunnites, des chiites, tout ça joyeusement mélangé. Et pendant toute l'année que les déportés vont passer dans la montagne, ils vont recevoir très régulièrement des visites de toute cette population, des aides, et ils entretiennent jusqu'à aujourd'hui des liens d'amitié. Donc ça, c'est aussi un aspect extrêmement intéressant. Mais l'idée de l'université, c'est tout simplement, on n'a rien à faire, il y a des profs, il y a des enseignants, il y a des jeunes qui n'ont pas eu l'occasion de suivre des enseignements supérieurs. Voyons quels sont les besoins et les compétences. Et c'est assez frappant de voir tous ces jeunes assis sur des cailloux au début dans des conditions vraiment très difficiles, écouter, passer des examens, les copies par le Liban sont envoyées dans les universités pour qu'il y ait un certain contrôle. Et véritablement, il y a toute une série de diplômes qui ont pu être décernés à la suite de cet enseignement. Alors vous avez cherché à savoir ce qu'étaient devenus ces déportés de la vallée des Fleurs. Certains d'entre eux sont devenus députés, professeurs d'université et même ministres. Alors, il y en a aussi qui ont été malheureusement assassinés. Abdelaziz Rantisi est le plus connu. C'était lui qui était le porte-parole des déportés. Il a été assassiné. Il a d'ailleurs été assassiné à un moment où j'étais à Gaza et à un moment et une heure où j'étais en train d'opérer avec son frère Mohamed Rantisi. Et puis il y a eu Salah Chehadé, et puis il y a eu plusieurs autres, et notamment des journalistes, des intellectuels. Hein, c'est des gens qui n'avaient jamais tué personne. Donc on voit manifestement qu'on a cherché à tuer le cerveau. Et la réalité, c'est que ça n'a évidemment pas marché. Et les survivants, si j'ose dire, aujourd'hui, ça va jusqu'au Premier ministre Ismaël Haniyeh. Alors, vous refusez de caricaturer ce qu'on appelle l'islam politique et vous dénoncez l'incohérence de l'Occident qui reconnaît les victoires du PJD au Maroc, les victoires d'Ennahda en Tunisie, les victoires de Morsi, mais qui refuse jusqu'à présent de reconnaître la victoire du Hamas. Ça, moi, c'est un secret pour personne. Lorsque l'Europe, par exemple, a suivi George Bush en classant le Hamas sur dans la liste des organisations terroristes, tous les gens qui connaissent un tout petit peu le terrain se sont dit, là, on se tire une balle dans le pied pour 10 ans. Et ça fait plus de 10 ans, et on a toujours la balle ou l'épine dans le pied. Parce que qu'est-ce que c'est que cette diplomatie de connivence où on choisit ses interlocuteurs et on ne parle pas à une bonne partie des autres, et surtout quand ces autres ont été désignés massivement par un vote démocratique par la population. C'est le non-sens de la diplomatie. Alors vous concluez votre ouvrage par un chapitre intitulé « La Palestine existe, je l'ai rencontrée ». Vous rappelez toutes les traces historiques à Gaza de la Palestine ancienne. Alors oui, là, on a assisté au cours des derniers mois à véritablement des discussions très curieuses sur la question la Palestine est-elle un État ? On nous a fait croire qu'il fallait qu'un État soit reconnu par les Nations Unies pour être un État. C'est complètement faux juridiquement. Ce ne sont pas les États-Unis qui décrètent les États, ils peuvent ni les faire ni les défaire. Ils les reconnaissent. Et ce sont les critères d'un État qui sont multiples, multifactoriels, qui font qu'un État peut être reconnu ou pas. Quant à la Palestine, avec ses 5 villes historiques, elle existe depuis plus de 2000 ans, presque 3000 ans. Autrement dit, cette question ne se pose pas. Et on a également un exemple, par exemple les îles Cook, qui sont un État, qui ont une politique, qui ont des frontières, qui ont une population, une administration, mais comme ils sont minuscules, ils ont décidé de ne pas se faire enregistrer à l'ONU. Et ils se font représenter par la Nouvelle-Zélande. Donc vous voyez, il y a un décalage, et la Palestine en tant qu'État existe depuis toujours. En 1924, 1922, elle avait même été reconnue, la Société des Nations avait reconnu l'État palestinien et avait confié provisoirement dans son esprit la gestion aux Britanniques. Mais si vous demandez aux Palestiniens de Palestine, après 1924 et jusqu'en 1948, ils vous montreront leur passeport
où il y a écrit « État de Palestine ». Alors une question plus personnelle, vous êtes connu pour votre engagement pour la cause palestinienne. Comment avez-vous été amené justement à soutenir la cause palestinienne ? Vous savez, chaque personne est complète. Quand on est un médecin, mais on est aussi une personne. Moi, j'ai fait de la chirurgie dans beaucoup de pays depuis que je suis chirurgien, depuis une trentaine d'années. Et quand on va en Palestine, en particulier avec cette traumatologie, avec ces bombardements, etc., qu'est-ce que c'est que ce chirurgien qui opérerait en salle d'opération en venant entrer des blessés de guerre pour les opérer, les mettre dans un lit, et va continuer comme ça toute sa vie sans dire « mais attendez ». Le vrai traitement de tout ça, c'est d'empêcher qu'il y ait des blessés de guerre. Et quand on voit des crimes de guerre qui sont quand même pratiquement quotidiennement produits, si vous voulez, dans cette partie du monde, et surtout avec une énorme hypocrisie qui est l'hypocrisie occidentale, parce que ce sont les Occidentaux qui ont créé le problème et qui refusent de prendre la responsabilité, même de reconnaître le problème, si vous voulez. Donc quand on est face à ça, c'est impossible de se voiler la face. Alors merci à vous Christophe Oberlin. Merci monsieur. Je rappelle le titre de cet ouvrage que je vous recommande particulièrement, La vallée des fleurs, aux éditions Éric Bonnier.